Salam salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé. On se retrouve encore une fois avec Willou. On vient de terminer une draft super cool. Franchement, ça m'a excité de fou parce que ça fait longtemps que j'étais pas rentré en mode stratégie. Ça fait un peu bataille navale, tu vois, la draft, ça fait un peu bataille navale. On sait jamais, en fait, l'autre il va prendre quel poste et tout. Draft Première Ligue, la première de la saison. J'espère que vous allez apprécier. Elle est sûrement déjà sur, en fait, elle est pas encore sur la chaîne de Willou, ou elle est déjà sur la chaîne de Willou. Dans tous les cas, restez à l'affût. C'est pour cela que on doit s'abonner et allumer la cloche. Voilà, c'est ça. Faut que je les gronde un peu, Willou. Faut que je les gronde un peu, là. C'est bien. T'as raison de le faire. C'était un régal. On a dépensé au total 1,596 milliard. Donc, on était l'espace d'un instant extrêmement riche. Et on a fait une méga draft à 16 joueurs chacun. C'était très cool. J'étais un peu tendu avant cette première draft de la saison. Donc, très content de te retrouver pour parler de Champions. Et bon, déjà, mec, t'avais raison. Le Bayern, au-dessus du Paris Saint-Germain. Tu es le grand vainqueur de notre Power Ranking. C'était la discussion qu'on avait. Est-ce qu'ils avaient mérité d'être numéro 1, oui ou non? Visiblement, oui. Ils sont très forts. Non, franchement, belle victoire de la part du Bayern face au Paris Saint-Germain cette semaine. Belle victoire de la part de Liverpool aussi, qui est pas trop en forme face au Real Madrid. Mais avant de parler de ces deux victoires-là, je vais juste prendre un petit 2 minutes pour parler de mes Gunners, parce que hier, j'ai pas fait le débrief d'Arsenal. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé où est le débrief d'Arsenal. J'étais comme oui, mais j'étais concentré sur la soirée Ligue des Champions après. Mais j'ai vu le match d'Arsenal 3-0 face au Slavia Prague, pardon. Une belle ambiance à Prague, vraiment. Ils sont chauds, eux, genre, je sais pas, 35e minute, ils sont tous là avec leur truc, ils créent des tifos, ils ont pas payé pour regarder le match, peut-être c'est des bénévoles, c'est des supporters, je sais pas, ils sont dans l'ambiance, ils sont que dans l'ambiance, et Arsenal qui arrive en plus avec pas mal de joueurs blessés en ce moment, c'est assez compliqué à l'infirmerie, Kai Havertz, comment il s'appelle, Martin Odegaard, Madueke, Gyökeres, Gabriel Jesus depuis très très longtemps, donc du coup c'est Merino qui retourne en pointe et c'est Merino qui claque un doublé, un très bon match de la part des Gunners. Encore une fois, un autre clean sheet, je pense le 8e d'affilée. Je pense qu'on a encaissé 3 buts ou 4 buts depuis le début de la saison. En fait, c'est abusé, c'est vraiment... C'est incroyable. C'est abusé. En fait, l'équipe là, ils n'encaissent pas des buts, tu vois. Donc, je pense que... En fait, j'ai rarement vu ça. Franchement, je dis... même le prime de José Mourinho, même il laissait de temps en temps les gars claquer des buts. Là, Mikel Arteta, il a complètement fermé la baraque. Donc, une belle équipe d'Arsenal face à Prague qui est première ou deuxième, je pense, au classement à cause du goal average. Je pensais juste que les autres ont marqué plus de buts que nous, mais on n'a toujours pas encaissé. Donc deuxième il me semble, deuxième au classement pour les Gunners. Ouais, le Bayern est premier. Le Bayern est premier, Arsenal deuxième, et vous jouez après journée. la trêve. Prochaine en J5, journée, ça va être énorme. prochaine journée Bayern-Arsenal à l'Emirates, donc pour savoir qui va définitivement prendre cette première place. Donc ouais, bien joué de la part des Gunners. Maintenant, en attendant, le focus était bien entendu au niveau du Parc des Princes. Le PSG a joué face au Bayern, le PSG a perdu 2-1. Je sentais la douille arriver. Je ne vais pas te mentir, je sentais l'affaire arriver. C'est déjà de base. On a fait le power ranking, on en a discuté un peu. Je t'ai dit que le Bayern, ils sont forts, ils seront dangereux. J'ai eu l'occasion de voir 3 matchs du Bayern ou 4 matchs cette saison, je pense. J'ai eu l'occasion d'en débriefer peut-être 2 et tout. C'est vrai que la Bundesliga, c'est pas le championnat qui a le plus d'audience, en tout cas, mais c'est un championnat qui a une équipe qui marche tout simplement sur l'eau, parce que 15 victoires d'affilée ou 16 victoires ou 19 si tu mets depuis la pré-saison ou quoi que ce soit, c'est tout simplement too much. C'est une équipe qui est solide, c'est une équipe qui a fait un bon recrutement, c'est une équipe qui compte aussi des jeunes dans son effectif qui sont au top. C'est une équipe qui a un coach qui est très audacieux et qui prend de plus en plus de la confiance. En fait, Vincent Kompany, j'ai l'impression qu'à chaque conférence de presse, il prend de la confiance. Il arrive au parc, il va jouer avec Luis Enrique, qui est champion en titre, qui est un grand coach en plus de cela, qui a gagné 2 Ligues des Champions, qui est même pas son ami. Et puis tout cela, puis il commence à dire que c'est 2 philosophies qui vont se rentrer dedans. Il commence à élever lui. Il se met à pied d'égal avec tout le monde. Il vient dès le début de la rencontre. Le pressing qu'ils ont mis, incroyable. Je pense que hier, une des choses qui nous a marqué, je sais pas pour toi, mais durant les 45 premières minutes, le pressing des Bavarois, il fallait déjà avoir l'audace de le faire à l'extérieur, être sûr de ne pas se faire prendre, et au-delà de cela, être très très synchronisé et discipliné. Et c'est ce qu'ils ont fait entre Luis Diaz, Serge Gnabry, Kimmich, Pavlovic, Olise et Harry Kane, les 5 de devant, la manière à laquelle ils pressaient, même Upamecano qui allait presser sur Fabian Ruiz. Chapeau. Chapeau Vincent Kompany pour ce match-là gagné dès la première mi-temps tactiquement, quoi.
Ouais, en plus, c'était vraiment impressionnant parce que on a eu 2 mi-temps du Bayern avec la configuration de match qu'on connaît après l'exclusion de Luis Diaz. 2 mi-temps très très différentes et dans les deux, ils ont été hyper pertinents défensivement. Que ce soit le bloc méga bas à 10 contre 11 qui était quasiment impénétrable. Alors, Kangini a mis quelques très bons ballons sur la fin, forcément tu t'épuises, t'es à 10 et le Paris Saint-Germain c'est une bonne équipe de jeu placé quand même, ils ont l'habitude de cette configuration en Ligue 1, mais honnêtement ils défendaient très bien, ils laissaient pas beaucoup d'espace. Je trouvais Upamecano, Eta, Imperio, encore plus Dayo qui a fait un match monstrueux. Et sur la première mi-temps, là où c'était vraiment le plus intéressant, à 11 contre 11, sur une approche qui est vraiment une approche Champions. Demain, le Bayern, quand ils joueront Arsenal, quand ils seront à 11 contre 11, ce sera ça l'approche qu'on verra, d'être extrêmement haut, de chercher, d'être agressif, d'avoir effectivement Upamecano qui sort jusque dans les 30 mètres, comme j'avais vu Kim le faire contre Gladbach quelques jours plus tôt. Je voyais Kim qui sortait sur le central adverse, dans la moitié de terrain adverse, comme un dératé. Ils sont véritablement capables de te prendre à la gorge et de t'harceler comme des hyènes, comme des harpies. Ils sont vraiment impressionnants sur la pression et il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont mis le Paris Saint-Germain à mal dans cet exercice au Parc des Princes. D'habitude, le Paris Saint-Germain fait face à de la pression mais s'en sort. Hakimi, Vitinha, Dembélé, Doué dans le couloir droit, le petit jeu de combinaison, les jeux triangulaires comme ça, les passes de l'extérieur vers l'intérieur, comme on avait vu par exemple contre Arsenal, contre Aston Villa, contre Liverpool à Anfield, côté gauche, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, etc., pour trouver un Barcola ou un Kfara. Généralement, Paris sort plutôt pas mal avec la largeur, avec les côtés et avec du jeu triangulaire. Là, je trouvais que le Bayern protégeait bien les côtés, aussi parce qu'ils ont eu une approche un peu différente. Ça, je trouvais ça intéressant. Ils ont peut-être posé un petit blueprint pour stopper le Paris Saint-Germain sur sa relance. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont être capables de le faire, mais peut-être certaines vont s'inspirer au moins en partie d'une composante qui était différente que le Bayern a mis en place. C'est les fautes. Ils ont été très agressifs. Bien sûr, celle de Luis Diaz, c'est celle qui va retenir l'attention. Mais même avant ça, ils font 6 fautes et toujours dans les mêmes zones, toujours des fautes tactiques pour empêcher la sortie de balle. C'est même pas pour empêcher la transition quand t'es battu ou quoi. C'est ils sortaient sur Mendes et ils sortaient sur Hakimi, Leimer notamment. Et ils y allaient, c'était soit le ballon, soit l'homme, mais pas les deux, la classique Simeone. Mais là, vraiment, il appliquait cette philosophie avec beaucoup d'intensité. Et il y avait des interventions très, très à la limite, avec des fautes assez vilaines. Donc, c'était une équipe qui a mis en place un foot super moderne, sophistiqué, et qui avait ajouté un petit peu de cette identité vilaine, méchante. Et ça a très très bien marché face au Paris Saint-Germain parce qu'honnêtement, ils sont peu sortis de la pression sur des phases collectives. Il y a eu des moments où Barcola a réussi un contrôle orienté dans le dos et tout seul, il s'est sorti de la pression. Et là, c'était dangereux parce que là, normal, il y avait de l'espace à aller attaquer. Mais sinon, honnêtement, ils ont été vraiment impressionnants dans ce registre. Et ça, c'était sans ballon. Avec ballon, il y avait une équipe aussi qui a fait des choses très impressionnantes techniquement. Collectivement, les liaisons, Kane, Gnabry, Olise, Dias, Kimmich aussi. Il y avait du jeu combiné, parfois en une touche. Gnabry, il s'est transformé en un meneur de jeu ultime avec des déviations, talonnades, pleine surface. Celle pour Olise qui crée le 1-0 de Luis Diaz, où il la dévie aussi. Pour Kimmich, je pense, à un moment magnifique. Donné, en fin de première. Ouais, celle-là, c'était la talonnade. Yeah. Celle-là, c'était la talonnade pour Kimmich, qui se l'amène après et son tir est pas loin du montant de Chevalier. Vraiment, il faisait beaucoup de choses et c'est intéressant parce que dans l'approche avec ballon du Bayern, il y a vraiment ce côté de il y a du jeu positionnel, il y a du jeu placé, et sans ballon, il y a la pression, donc il y a des éléments modernes, structurants qu'on connaît très très bien du foot des années 2020, etc. Il y a le football liquide de Luis Enrique avec Leimer qui parfois se retrouve numéro 9 sur certaines séquences, ou Upamecano qui sort très très haut, donc un football un petit peu sans position. Mais il y a aussi du côté... Au Brésil, il y a un coach, Fernando Diniz, qui a inventé un peu, ou en tout cas c'est quelque chose qu'on a vu aussi un petit peu en Suède, que les hipsters du foot kiffent bien, c'est le relationnisme, on enlève un petit peu la structure tactique avec ballon, disons c'est un peu le Ancelotti Ball, mais poussé à son paroxysme ultime. C'est pas grave si on a 5 joueurs sur une parcelle de 10 mètres
de terrain. S'ils s'entendent bien, s'ils sentent bien le truc, on les laisse ensemble, même si ça déstructure totalement l'approche et que ça ressemble pas à quelque chose qu'on connaît de jeu placé, on les laisse trouver leur combinaison. Et le Bayern a mis en place cette identité relationniste, au moins en partie. Quand tu vois les échanges Gnabry, Olysée, Luis Diaz, à certains moments, il y a vraiment de ça. Et ça en fait une équipe vraiment qui a 19 victoires sur 19 en comptant la pré-saison, 16 sur 16, qui vient de battre vraiment un adversaire top 5 impressionnant, mais qui en plus est en train d'écrire un petit peu, d'apporter un petit peu sa contribution à l'histoire du jeu. Il y a vraiment un truc qui est en train de se passer dans ce Bayern de Vincent compagnie, et c'est en train de marcher. Non, tu as parlé de l'agressivité, ça c'est quelque chose que moi, ça m'a beaucoup marqué hier en fait, tu vois. Genre, il y a un pied qui traîne là de Jonathan Tah sur Kvaratskhelia. À un moment donné, il est à terre, il est en train de mourir. C'est quand tu vois le ralenti que tu sais qu'il a fait exprès. Mais moi j'ai vu le ralenti, j'ai dit que le ralenti, il a genre un double temps, genre de comme, j'ai déjà mis le pied, l'autre l'a sauté, hein? Il appuie tellement sur le pied. Eux, ils étaient là pour les détruire, hein, franchement. Ils n'étaient pas venus pour rigoler. Hein, ils n'étaient pas venus pour rigoler. Et derrière, j'ai envie de te poser cette question-là parce que moi, j'en étais arrivé un peu à cette conclusion-là dans ce match en me disant, tu sais, quand la Ligue des Champions, je pense que le courage en Ligue des Champions, c'est assez important. C'est bizarre, mais c'est un facteur assez spécial. C'est pas le championnat, c'est pas des matchs que tu abordes. Non, c'est des matchs où, surtout à ce niveau-là, quand c'est le top du top, parce que quand on a fait le Power Ranking, on arrive avec un top 3. En tout cas de mon côté, donc tous les trois, on a presque le même top 3, je pense. Donc Bayern, Paris et puis Arsenal. Le Bayern vient déjà de taper Paris, finalement, chez eux au Parc. Là, ils vont jouer Arsenal à Londres. Tu vois, si le Bayern enchaîne ces 2 victoires-là, j'ai envie de dire éventuellement d'ici la fin novembre, ça en fait un contender très très sérieux au titre. Maintenant, la Ligue des Champions, l'histoire nous a montré, on l'a vu la saison passée, c'est parce que t'es Liverpool et que t'as tapé tout le monde en phase de poule, ils avaient fait genre 7 sur 8 ou presque 8 sur 8 les Reds de Liverpool. Le Barça avait été incroyable aussi jusqu'à durant toute la phase de poule. L'Inter aussi, c'est pas parce que finalement tu as fait ça que tu vas forcément aller au bout. Tu vois, à un moment donné, tu peux être bloqué à gauche ou à droite, en demi-finale, en quart de finale ou quoi que ce soit. Mais n'empêche, j'ai trouvé que le Bayern est arrivé avec beaucoup de courage et ça a changé les choses. C'est passé à travers l'agressivité, mais c'est aussi passé à travers, je pense, un Paris Saint-Germain qui a un peu dénaturé son jeu dès le début du match. La force du Paris Saint-Germain, d'habitude à domicile, c'est le contrôle du match. C'est un très bon milieu de terrain. C'est des gars qui savent aller très vite en transition. Maintenant, le PSG de Luis Enrique n'est pas forcément l'équipe qui garde le ballon en possession le plus en Europe. C'est une équipe qui, en championnat, on a eu l'occasion de le voir. Ok, les adversités peut-être en championnat sont en phase 2, soit égales ou un peu plus faibles. Donc, ils ont cette facilité à avoir la possession de balle, à faire tourner et tout cela. Par contre, quand ils sont arrivés en Ligue des Champions, ils ont complètement changé leur style de jeu, en fait. C'est aller vite. C'est comme à la Coupe du Monde des clubs. Je pense que c'est face au Real ou je sais plus si c'est face au Bayern. Mais le but qu'ils mettent là, où c'est genre une passe, 2 passes, taf, Achraf Hakimi qui part, il veut tac, tout ça, ça va super vite, en fait. Donc, tu as un football Paris Saint-Germain en transition qui va vite. Tu as un Nuno Mendes et un Achraf Hakimi qui sont très, très importants. Et c'est là où Compagnie, il vient, en fait, et il fatigue en fait Luis Enrique parce que tu as raison, Laimer agressif, Stanisic agressif et après étant donné que le Paris Saint-Germain joue 109, Ousmane Dembélé, il n'est pas au top. Il est fatigué, il est blessé, pardon. Il n'est pas en forme de pouvoir presser. Et ça se voit, et je pense que les adversaires en face, ils l'ont vu et ils l'ont senti. Les Upamecano, les machins, tout ça, les gars, ils le connaissent. Ils savent c'est quoi un Ousmane Dembélé qui est à 100%. Donc, tu n'as pas ton Dembélé qui est à 100%. Quand tu le sors, tu ne fais pas forcément rentrer un numéro 9, comme ça a été en fin de rencontre avec Gonzalo Ramos. Donc, automatiquement, en fait, tu permets à Upamecano et à Ta d'aller couvrir en plus les autres. Combien de fois... Barcola, il était en face de de Upamecano. Des courses accélérées là où Barcola il réussit à passer à un moment donné parce qu'ils sont allés très vite et tout, parce que Laimer s'est fait aspirer. Mais derrière, tu passes pas parce que tu as Upamecano qui est là pour couvrir. Jonathan Tah, c'était la même chose de l'autre côté, tu vois. Donc, moi, j'ai envie de dire que franchement, je pense que tactiquement parlant, déjà, Vincent Kompany, il a gagné son match. Ça, on peut pas le lui enlever. Le match en tant que tel, dans le match en tant que tel, ils nous ont montré aussi qu'ils ont beaucoup de talent brut. Ils ont une facilité. Je les ai trouvés faciles au milieu de terrain. Franchement, je les ai trouvés trop faciles. La manière à laquelle Harry Kane, il redescend entre les lignes, il touche le ballon, il se retourne, il donne. En fait, à un moment donné, j'étais comme, mais taclez-le, mais blessez-le, en fait. Pardon, entre guillemets, quoi. Je veux dire, genre, bon, dans une soirée où Luis Diaz a blessé Achraf Hakimi, c'est peut-être pas la meilleure phrase à sortir, mais quand même, n'empêche. J'étais comme, taclez-le, quoi. Genre, je sais pas. Ne le laissez pas se retourner. Trop de facilité à se retourner. Un Bayern qui joue
principalement sur les côtés. En plus de cela, en fait, ils ouvrent le jeu constamment. Ça balance un ballon là-bas pour Olysée, ça balance un ballon là-bas pour Luis Diaz. Les gars sont dans des situations de 1 contre 1. C'était, pour moi, franchement, j'ai envie de dire, j'ai été très surpris par cette équipe de Vincent Kompany parce que en championnat, gagner, c'est quelque chose, mais enchaîner au parc face à ce Paris Saint-Germain-là, dans 2 mi-temps différentes et dans 2 contextes différents, à 11 contre 11 et à 10 contre 11, dans les 2 cas, je les ai trouvés intéressants. Même à 10 contre 11, il y a une phase de jeu où Harry Kane, il récupère le ballon, il est presque à l'entrée de sa surface de réparation. Il y a genre 4 joueurs du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas par quelle magie, en fait, il réussit à sortir le ballon. Ils sont obligés de faire faute. Ils ont vraiment été très très bons. Ils ont été très très bons et ils sont en train de le montrer. Maintenant, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? On ne sait pas, mais on attend de voir fin novembre parce qu'ils arrivent à l'Emirates. Ouais. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Maintenant, vont-ils, c'est peut-être meilleure attaque contre meilleure défense. Donc, j'ai hâte de voir ce prochain match-up là, quoi, tu vois. Maintenant. Ouais. Méga match. C'est assez. Pardon, je vais te laisser finir, mais c'est assez ouf que on ait eu, je trouve, sur ce début de saison, plusieurs rencontres d'affilée où on s'est dit ça c'est les 2 meilleures équipes d'Europe. Ça a commencé avec Barça-Paris à Montjuïc, la finale qu'on aurait voulu voir la saison dernière. Ok, maintenant ça change un petit peu, c'est Bayern et Paris, le champion d'Europe en titre et l'équipe la plus en forme du moment. Ça c'est le choc. Maintenant que Paris est tombé au Parc des Princes contre le Bayern et qu'Arsenal, comme tu dis, 8 clean sheets d'affilée, vous êtes tellement extraordinaire, large leader de Première Ligue, aucun but encaissé en Champions. Maintenant, on a tous encerclé Arsenal-Bayern le 28 ou 27 novembre. Et ça va être peut-être, pour la 3e fois d'affilée, le match entre les 2 meilleures équipes d'Europe cette saison. Il y a un point que j'aimerais soulever. Déjà, c'est dommage la blessure de Achraf. J'espère que, je sais pas, j'ai pas encore vu ce matin quand je me suis levé, j'ai pas eu le temps de regarder dans la presse ce qui se disait. Donc je sais pas c'est quoi l'étendue, mais en tout cas on espère que c'est pas trop grave parce qu'il a quand même une belle Coupe d'Afrique, je l'espère, à jouer à domicile. Et vraiment, moi, j'ai envie qu'il la joue, quoi. J'ai envie d'avoir les meilleurs joueurs africains pour la meilleure compétition africaine, tu vois. Donc, qu'on n'ait pas de top superstar blessé. Donc, Achraf Hakimi en fait partie. Un tacle très idiot et très bête, je trouve, de Luis Diaz, totalement inutile dans un moment du match où c'est pas pertinent. Toi, t'es en route pour mettre un triplé et être homme du match. Et puis tu décides directement de sortir du match, en fait. Je comprends pas, en fait. Et je comprends les consignes, comme tu disais tout à l'heure. L'agressivité qu'ils avaient, elle est totalement légitime. Et l'agressivité d'autant plus qu'on les a avertis. Vincent Kompany a dû leur dire tellement de fois que si vous laissez Nuno Mendes et Achraf Hakimi partir et lancer, vous êtes morts. Et ça, c'est la réalité. Parce que plusieurs fois dans le match en première mi-temps, quand ils sont dangereux, on a vu Achraf, Nuno, dès qu'ils déboulent et qu'ils sont partis et qu'ils ont réussi à trouver l'espace dont ils ont besoin, c'est fini en fait. Les boys sont difficilement arrêtables, tu vois. Même si défensivement ils ont fait un bon match, parce que je me rappelle, je pense à Nuno Mendes qui essaie de passer à un moment donné sur Upamecano. Upamecano, il va vite, boy. Ça c'était un duel. Ça c'était un sacré duel. C'était chaud. Mais Upamecano, il l'a fait à la propre, quoi, tu vois. Donc, si le gars, il est déjà parti, laisse-le partir. Donc, vraiment, c'est dommage de la part de Luis Diaz. Il ne s'est pas géré. Par contre, j'ai été grandement déçu hier. Grandement déçu. Marquinhos. De la défense centrale du Paris Saint-Germain. Même Pacho, il fait un bon match. Ouais. Hein. Pacho, ça va. Mais... Pacho face à Olysée, ça va. Face à Olysée, 2-3 fois, ça va. Mais c'est qu'à un moment donné aussi, les gars en défense, je les prends en paire aussi. Tu vois, je les prends en paire. C'est le duo même, je me dis, faut qu'ils se gèrent là. Ça, c'est des grands matchs. Là, on n'est pas, c'est pas, je m'excuse, hein, c'est pas Metz, Lorient, machin, tout ça là. Là, c'est pas le Havre là. Là, il faut être sérieux, il faut être concentré. C'est des grands attaquants en face de toi. Ça s'est plaint ici, comment ça s'appelle par rapport à la saison passée, peut-être qu'on n'a pas donné la place qu'il fallait à un boy comme Pacho. Marquinhos, on l'a mis très très haut par rapport à la saison qu'il a faite l'année passée parce qu'il était ultra focus, ultra concentré. C'était vraiment le gars, en plus, il sortait les ballons, il cassait des lignes, tu vois, il faisait plein de trucs. Hier, quand je vois ce qui se passe, ce manque de concentration-là, c'est quoi? On lui est rentré dedans, on l'a bump, il a cru que, c'est quoi? Il a eu une commotion cérébrale ou quoi, en fait? Je veux comprendre, en fait. C'est quoi qui s'est passé? C'est quoi? Il a vu un fantôme? L'action, elle est assez inexplicable, hein. Vraiment, en plus, il prend l'information, il voit Luis Diaz, il voit Kane, mais Luis Diaz a bien senti le coup. Credits to him, vraiment, il a bondi comme un mort de faim.
peut-être que le Paris Saint-Germain était un petit peu dans les cordes à ce moment, après avoir été tellement acculé devant son but, pas réussir à sortir toute la moitié. Et j'ai vu des petits moments aussi, tu parlais de Pacho, ce but-là, l'erreur de Marquinhos, le départ de l'action, c'est un long ballon qui est envoyé dans le dos de la défense parisienne, et il y a Pacho et Chevalier, et il y a juste un mec du Bayern qui vient presser Pacho. Honnêtement, il y avait moyen de s'en sortir, je pense, avec Pacho Chevalier, avec une passe en retrait, avec quelque chose, parce que tout le bloc du Bayern n'était pas du tout encore remonté. Et Pacho va aller un peu s'enfermer, poteau de corner, et dégage long, et le Bayern gagne ce second ballon, et c'est ça qui donne l'action de l'erreur de Marquinhos. Avec encore une fois d'ailleurs une relance ratée de Nuno Mendes, qui aura fait 2 relances ratées, les deux qui amènent à un but, qui coûtent très cher. Donc c'est vrai qu'il y avait quelque chose sur cette ligne de 4 qui a pas marché aussi. Peut-être si j'apporte quelques éléments de nuance sur le match, peut-être, parce qu'un match c'est complet, il s'y passe beaucoup de choses, il y a tellement d'éléments de contexte. Tu as commencé à le rappeler, le début de saison, ce qui se passe en novembre, parfois ça a aucune indication sur qui va gagner la Champions, comment ça va finir au bout. Littéralement l'année dernière, on a eu un Bayern-Paris gagné par le Bayern, et on sait comment ça a tourné derrière. Mais peut-être que ce que je pourrais dire, c'est que déjà le Paris Saint-Germain joue pendant 45 minutes sans Achraf Hakimi, c'est un problème. Le Paris Saint-Germain joue avec son ballon d'or diminué, c'est un problème. Le Paris Saint-Germain joue sans Joao Neves, et quand il est entré en seconde période, ça a été beaucoup mieux. Change tout. Le milieu Ruiz, Vitinha, Neves, c'est quand même un énorme game changer. Et aussi, je dirais, à la fois sur la sortie, encore plus face à un bloc bas, Désiré Doué, je pense qu'il aurait été le joueur le plus important du match s'il avait démarré pour le Paris Saint-Germain. Face au bloc bas hier, pendant toute la seconde période, je me disais, mec, s'ils avaient Doué là, que ce soit pour ouvrir des espaces par le dribble, les petits centres malins, la frappe extérieure de surface, comme le but qu'il marque contre le Bayern, justement, en quart de finale de Coupe du Monde des clubs, où il ouvre pied gauche à l'angle de la surface de réparation et Neuer. Doué, ça aurait changé beaucoup de choses. Faut pas oublier que le Bayern a joué sans Musiala et sans Davies, comme depuis le début de saison, donc eux aussi, ils ont une marge de progression et une vitesse à passer en plus. Et je vais absolument respecter ce qu'ils ont fait depuis le début de saison, parce que même si l'année dernière, le vainqueur de la Champions, c'est une équipe qui avait même pas fini top 8, et on connaît l'histoire du Paris Saint-Germain, je pense quand même que c'est un bon indicateur de finir tout en haut du classement, parce que malgré tout, sur les 4 demi-finalistes de Champions de la saison dernière, le dernier carré, il y avait 3 équipes qui avaient fini top 4. Arsenal, Inter et Barça. Et l'autre équipe top 4 s'est fait éliminer par le Paris Saint-Germain, Liverpool. Donc, c'est pas mal de finir top 4, c'est pas mal de finir tout en haut, encore plus avec l'avantage du terrain maintenant qui va être donné. Le Bayern a pris une énorme option, et pour moi, là, bien sûr, c'est les favoris pour la Champions. En attendant Arsenal, il y a encore beaucoup de choses à jouer. Moi, je m'attends à un réveil de City aussi, que je pense va être dans la conversation. Je pense que le Paris Saint-Germain sera dans la conversation aussi. J'oublie pas, juste pour un match, tout ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils sont capables de faire avec leur force pleine. La vraie question pour eux, ce sera à partir de quand est-ce qu'ils retrouveront vraiment leur force pleine? Est-ce qu'ils vont pouvoir, sur une saison entière, une deuxième partie de saison, avoir vraiment le 11 qu'ils ont mis en place saison dernière? Est-ce que tout le monde va être de retour au bon moment? C'est une question un peu pour vous aussi, d'ailleurs, pour Arsenal. Mais on a on a pas mal de beaux prétendants, mais le Bayern s'est imposé depuis hier comme le numéro 1. Tout à fait, 100% d'accord avec toi sur les points que tu viens d'évoquer, mais je pense que Paris, moi, tu sais, je me méfie de Luis Enrique, je me méfie beaucoup de Luis Enrique. Ouais. Hier, si tu regardes bien, après un carton rouge qui est logique, à 10 contre 11, normalement, dans j'ai envie de dire, avec un peu plus de chance, et un Manuel Neuer qui est pas aussi impérial, ils égalisent en fait, tu vois. Moi, je pense peut-être qu'ils égalisent. Autant en première mi-temps, le Bayern peut tuer le match 3-0 parce que Gnabry, il frappe double poteau, machin, tout ça. On est là, autant, durant les 30 premières minutes, le Bayern peut mettre 3 buts. Franchement, il y a absolument rien à dire. Et d'ailleurs même, ils ont mis 3 buts. C'est que Stanisic, il est hors jeu. En fait, il me semble, non? Il est hors jeu de pas beaucoup, en fait, hein. Il me semble à un moment donné, c'est quand il rentre dans la surface, il met une frappe, là, qui part petit filet et tout. Donc, il marque, en fait. Il est juste offside. Tu vois. Donc, t'as une équipe. Dembélé aussi, d'ailleurs. Il y a eu 2 buts. Voilà. Et le but de Ousmane Dembélé aussi, qui a été offside. Donc, je pense que plus tard dans la saison, le même match avec les deux effectifs au top de leur forme, je pense que le Paris Saint-Germain ne fait pas le même match. Hier, par contre, j'ai juste pas aimé la rentrée dans la manière qu'elles sont rentrées dans le match. Et je pense que
Il y a un effet mental. Ton Ousmane n'est pas à 100%, c'est lui ton leader d'attaque, c'est lui qui lead le pressing offensivement. Bon, s'il n'est pas à 100%, j'ai l'impression automatiquement les autres aussi ne sont pas à 100%. Donc, et derrière aussi, ils n'étaient pas au top de leur forme. Ouais, de temps en temps, ça a été compliqué. Des longs ballons derrière la défense du PSG, assez facile de la part du Bayern. Manque de concentration sur les montées des latéraux. Il y a un ballon de Gnabry où, je pense, en début de deuxième, il doit littéralement mieux finir en fait, mais il la met au-dessus de Chevalier. Chevalier, il sort, il n'est pas sûr. Est-ce qu'il doit sortir, il ne doit pas sortir, il sort quand même et tout. Absolument. Donc, il y a eu beaucoup de flottements côté parisien, mais des flottements que mieux vaut les avoir maintenant que de les avoir dans 3 mois. Oui. Donc, à suivre. Est-ce qu'il y a peut-être aussi un truc à dire sur cette saison, sur l'importance et l'impact d'être une surprise tactique? Je m'explique. Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, l'année dernière, ce football liquide, extrêmement fluide, pas de position, etc. C'était un nouveau cas de figure pour tout le monde. T'arrivais face à eux, c'était il y avait vraiment quelque chose de différent en face de toi, quelque chose que t'avais jamais vu, et il fallait s'adapter. C'est un peu comme Flick avec le Barça. L'an 1 de Flick et l'an 2 là, de Luis Enrique la saison dernière, mais avec une véritable réinvention, une équipe vraiment, vraiment changée. Waouh, il faut en prendre la mesure et c'est difficile. Maintenant, le Paris Saint-Germain, typiquement, le Bayern de compagnie est arrivé et ils avaient une réponse. Ils avaient un plan de jeu très très clair face à ça. Ils savaient qu'ils voulaient bloquer les côtés. Ils savaient qu'ils voulaient faire faute, empêcher la sortie par tous les moyens possibles. Si on fait ça, on va les priver de leur force numéro 1. Et le Barça de Flick, maintenant, toute équipe qui affronte le Barça de Flick, 24 heures avant, tu fais un spécifique sur le piège du hors-jeu et tu mets plus tes mecs hors jeu, et bah ça te procure 4 ou 5 face à face par match. Il y a aussi des données qui ont changé dans ces deux équipes. Le Paris Saint-Germain sans Dembélé, le Barça sans par exemple Inigo Martinez, etc. Mais quand même, les adversaires sont mieux préparés. Alors que ce Bayern de compagnie, nouvelle donne. Mec, le Bayern de compagnie, je pense là, ils ont joué hier un match référence où toute l'Europe a vu ça et s'est dit waouh, il y a un nouveau foot là. Il y a quelque chose de différent. Et je sais pas si la saison va être suffisamment longue pour que tout le monde se mette à la hauteur de ce qu'ils sont en train d'inventer en ce moment. Donc le pouvoir de la surprise, l'impact de la surprise, je pense que ça peut être important. Moi, je pense que dans ce Bayern-là, franchement, moi, s'il y a un gars que j'ai envie de neutraliser, en toute honnêteté, hein, c'est Harry Kane. Moi, c'est le dézonnement de Harry Kane qui, je pense, pose énormément de problèmes à beaucoup de défenseurs. Genre Harry Kane fuit les duels. Donc, Harry Kane, il arrive vers toi. C'est rare, en fait, qu'il est en duel. Il est en duel sur coup de pied arrêté ou sur machin, mais en duel corps à corps avec un défenseur, c'est très, très rare, en fait. Donc, il a tendance à vraiment beaucoup dézonner. Il part de très, très loin. Le nombre de fois où tu regardes les matchs du Bayern, où c'est lui qui lance la transversale de l'autre côté, mais quand Olysée, il a contrôlé et qu'il est déjà rentré, Harry Kane n'est même pas encore arrivé à la moitié du chemin, en fait, tu vois. Incroyable. Donc, du coup, il y a un ballon qui traîne, il y a un machin. Toi, tu l'as pas dans ton radar, mais au moment où le ballon arrive, bizarrement, il est dans ton radar. Et là, il te surprend, tu vois. Moi, je pense qu'Harry Kane est un point, ce dézonnement tactique de Harry Kane, là, qu'ils arrivent à faire que, par exemple, j'ai envie de dire, au Real, Kylian Mbappé a à peu près le même dézonnement, mais pas le même impact du tout, tu vois. Là, franchement, Kane, je pense que c'est un joueur qui est... Parce que les autres sur les côtés, à la fin de la journée, c'est des boys, ils sont très forts, ils sont forts en 1 contre 1. Donc, ils sont en confiance, tu les mets en situation d'isolation. Comment il s'appelle? Hier, il y a switch plusieurs fois entre Pacho et Nuno Mendes, parce que Pacho est comme, laisse, je m'en occupe. Olysée vient, il s'en occupe, sinon Nuno Mendes, il s'en occupe, tu vois. Donc, t'es en 1 contre 1, au pire des cas, il y a un deuxième gars qui va venir et tout. Mais l'autre qui redescend, qui est censé être ton point de fixation offensive, qui ne l'est pas, mais qui bizarrement se retrouve tout le temps dans les bonnes positions. En fait, c'est ça qui est frustrant. Tu as l'impression qu'il a une cape d'invisibilité comme dans Harry Potter et qu'à un moment donné, hop, il l'enlève et hop, il est là derrière toi et il claque son tapine. Je pense que lui, c'est un sérieux problème à gérer cette saison. Et c'est pour ça qu'Arsenal-Bayern, j'attends beaucoup parce que Harry Kane, au-delà d'être le meilleur joueur du Bayern cette saison, s'il y a un club contre lequel ça va lui faire vraiment plaisir s'il revient à Londres de claquer des buts, c'est contre Arsenal. Donc vraiment, moi, s'il y a un gars qui m'inquiète, c'est Harry Kane. Et derrière, je mettrai Joshua Kimmich juste derrière parce que je trouve que Kimmich en position de latéral, c'est un gaspillage footballistique. Franchement, je suis désolé. Les Allemands n'ont qu'à se débrouiller pour aller chercher un autre latéral que Joshua Kimmich. Parce que Kimmich, franchement, Kimmich, laisse-le là où il est. Laisse-le dans cet axe-là, laisse-le au milieu de terrain, laisse-le faire le travail défensif qu'il faut, laisse-le avoir l'intensité, le volume de jeu, laisse-le se projeter aussi parce qu'il est bon dans le dernier tiers. Franchement, c'est ces deux joueurs-là qui, moi, m'inquiètent le plus. C'est Kimmich et Harry Kane. Le reste, ils sont forts, mais on peut gérer. Au lycée, il m'effraie pas mal. Hein. Au lycée, on peut gérer.
toi aussi, Olysée. Même Olysée, on peut gérer. Olysée, attends, quand il va tomber sur Tarzan, il va comprendre sa douleur, lui. Il va comprendre sur Calafiori, il va comprendre sa douleur. En tout cas, donc du coup, le Paris Saint-Germain. Tu sais que les duels, ça va être les duels, ça va être Kane contre Rice, hein. Parce que là, Kane, il touche Ouais, c'est ça. le nombre de ballons qu'il touche dans son premier tiers. Le Kane quarterback, c'est vraiment devenu une réalité. C'est incroyable. La saison dernière, avec le Bayern, il touchait 2,9 ballons par match dans son premier tiers. La saison d'avant, 2,4. La saison d'avant, 2,7. Cette saison, il est à 6,7. On retrouve constamment Kane. Si je devais faire un mauvais jeu de mots, Kane, c'est le 6-9. Le véritable cumul des postes. Et donc, on va avoir Rice qui presse sur Kane, les deux superstars de la sélection anglaise. Ça va être un méga match. Franchement, tu te rends compte que le chiffre que tu viens de dire, il a triplé son apport en fait dans cette zone-là. Nombre de ballons dans le premier tiers. Et il a marqué plus de buts qu'il n'a jamais marqué en début de saison. C'est incroyable. Réfléchissez un peu en fait, alors qu'on demande aux gars de rester dans la surface. C'est le 6-9. C'est pour dire ça, j'ai dit qu'Harry Kane, pour moi, c'est une équation, hein. C'est un bug. C'est un bug cette saison. C'est vraiment un bug en fait. C'est un joueur c'est un joueur méta, comme dans les jeux vidéo, tu vois. Tu sens vraiment que. Là, je suis sur une passe de Kane de 30 mètres, plein axe. Genre, c'est le premier relanceur de l'équipe, tout droit, qui tranche Paris pour Konrad Laimer en 9. Genre, Konrad Laimer, le joueur le plus avancé, plein axe, face à Pacho. Genre, c'est incroyable. Franchement. Et il y avait des passes aussi hier de Michael Olise, très reculé, pour Upamecano, qui l'envoie dans la profondeur. Et il y a un moment, Upamecano, qui était en mode ailier droit, je sais pas si tu te souviens, genre, qui perce sur le côté, genre, et qui fait remonter tout le bloc du Bayern. C'est assez incroyable. Il y avait le football liquide de Luis Enrique, et maintenant il y a le football vapeur de Vincent Kompany. Ils échangent continuellement de position, et Kane là-dedans, et c'est assez magique ce qu'il est en train de faire. Et on va aller maintenant du côté du football. En fait, c'est là où ça faisait du football rock'n'roll là-bas. Je sais pas, est-ce que c'est toujours dans le rock'n'roll? Ils sont toujours dans le rock'n'roll à Anfield, mais Liverpool qui l'emporte 1-0 face au Real Madrid. Belle victoire aussi. Affiche de Ligue des Champions, affiche finale Ligue des Champions en fait ces dernières années, 2 fois, 3 fois, je sais même plus. Liverpool Real. 2 fois sur les 5 dernières années et une fois avant ça, je crois, dans les années 80. C'est ça, donc non, 3 fois même. Si, 3 fois. Du coup, au total, 3 fois. Non, 3 fois. Là, 2019, quand Mohamed Salah il se blesse, c'est pas Liverpool Real. Après, il y a pas. Et après, il y a Vinicius, le but du 1-0, le Vinicius méga match de Courtois au Stade de France. C'est les deux. Mais Liverpool, ils n'ont pas rejoué le Real après? Non, ils ont joué Tottenham et le Real a joué Dortmund. Ok, c'est ça. Ok, donc je me suis perdu un peu. Ouais, donc 2 fois comme finale de Ligue des Champions. C'est un Liverpool qui, en ce début de saison, vous-même, vous savez, vous connaissez, pas la peine de beaucoup parler. C'est un Arne Slot qui n'est pas vraiment dans son confort comme la saison passée. Malheureusement, Liverpool a perdu beaucoup de points en championnat, 4 défaites d'affilée en Première Ligue, c'était trop. Comment on appelle ça? Cependant, en Ligue des Champions, ça reste quand même Liverpool. Et donc, on s'est dit, dans une grosse soirée de Ligue des Champions face au Real Madrid, est-ce qu'ils sont capables de se gérer? Et franchement, ils se sont gérés. Et ça a commencé de la même manière que le Bayern a commencé à Paris, sauf qu'eux, ils étaient à domicile. Le pressing des Reds de Liverpool en début de rencontre sur les Madrilènes les a vraiment fatigués. Vraiment, beaucoup d'intensité. Et c'est un Liverpool qui, petit à petit, retrouve son moteur de la saison passée. Toi qui appelles ça la salle des machines, là. Dans la salle des machines, il y avait d'autres employés ces derniers temps. Là, ça retrouve la salle des machines normale. Le McAllister, Szoboszlai, Gravenberch. Ça commence à... Je vois des 2 derniers matchs, là, franchement... J'aime bien ce que je vois. Et hier, tous les 3 ont été au top. Szoboszlai, McAllister et Gravenberch ont fait une top performance. Et je pense qu'il y a une corrélation entre top performance de Liverpool et solidité au milieu de terrain, ce qui a été leur force la saison passée. 1-0, le score est, j'ai envie de dire, minime. Très flatteur pour le Real. Mais ça, c'est à cause de Thibaut Courtois, parce que s'il n'y a pas Thibaut Courtois, il y a techniquement 3-0, je pense, pour Liverpool hier. Facile. C'est incroyable, c'est vraiment... Ça finit 2,50 XG à 0,50. C'était une vraie victoire autoritaire et dominatrice de Liverpool. T'as raison de comparer à Paris-Bayern. Moi aussi, j'ai regardé le match ce matin, donc ça m'a rappelé un petit peu ce que j'avais vu la veille. En version light, genre Liverpool presse quand même moins bien que le Bayern et le Real est quand même moins fort que le Paris Saint-Germain à la sortie, donc c'est aussi plus facile de les presser.
Mais c'était un bon match et Liverpool était vraiment au top. Parmi les nombreuses choses qui m'ont plu dans leur rencontre, t'as raison de parler du milieu de terrain. Je dirais aussi les latéraux. Finalement, Kerkez et Frimpong. Bon, Kerkez, ça a pas trop marché pour l'instant. Frimpong est blessé. Et c'est beaucoup mieux, en fait, avec Robertson et Connor Bradley, qui a été incroyable. Connor Bradley, quel match il a sorti. Il était impassable face à Vini. Face à Vini, qui d'ailleurs est en train de devenir un joueur relativement quelconque. Il apporte pas assez offensivement pour à quel point il te coûte défensivement. Il y avait de légères améliorations défensives et il est commencé à revenir à un niveau offensif plutôt intéressant aussi. Mais ce genre de match, où offensivement c'est 4 sur 10 et défensivement c'est 1 sur 10, en fait c'est pas à la hauteur d'un titulaire de ce match de Champions. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire en fait. Franchement, c'est très pertinent ce que tu viens de dire parce que, tu vois, par exemple, hier, un boy comme Olysée, il attaque énormément en première mi-temps, en deuxième mi-temps, il défend beaucoup. Et il défend en fait, il défend vraiment, des tacles par-ci, des machins et puis tout. Alors que là, tu as un Vini qui, j'en ai parlé à la fin du match hier en me disant, mais le marquage qu'il fait sur les coups de pied arrêtés par exemple, où il laisse son gars partir, il s'en fout. En fait, il s'en fout. Il est au marquage man-to-man avec Van Dijk déjà, c'est un mismatch. Mais après, il essaie même pas d'être là, de faire obstruction, tu vois. Alors que ce week-end, moi, j'ai mismatch entre Amadou Onana et puis McAllister. McAllister, il s'est débrouillé d'une certaine manière jusqu'à avoir une faute là-bas dans le Liverpool. Il s'est débrouillé jusqu'à avoir une faute dans la surface de réparation. Effectivement, c'est un Vinicius qui est décevant. Au-delà de ça, je trouve que c'est un Vini aussi, et c'est un Real globalement parlant, et ça, il faut le dire directement, et ça va pas plaire aux fans du Real, mais depuis le début de la saison, en toute honnêteté, à chaque fois qu'ils ont joué une équipe de leur calibre, ils se sont fait goumer. En fait, la seule fois où ils ont échappé, c'est face au Barça. Et encore une fois, j'ai dit, le Barça en ce moment, c'est difficile. Si tu as peut-être Rafinha, tout ça, peut-être que ça change la donne. Et si c'est un match à saveur particulière parce que c'est Real-Barça, parce que c'est même pas un derby, c'est le classico, c'est voilà quoi, tu vois, il y a une rivalité historique, politique, nationaliste, machin, il y a tellement de choses autour d'un Real Barça que j'ai envie de dire, ok, ça peut partir d'un sens ou d'un autre dépendamment du truc, mais tu joues l'Atlético Madrid, tu te fais taper, tu joues Liverpool, tu te fais taper. Il y a pas eu un autre match là où ils m'ont un peu déçu là. Je pense que c'était pas même face à la Juve, ils n'avaient pas été incroyables. Alors que la Juve, ils sont pas au top de leur forme. Par contre, quand il faut taper Valence et il faut taper, je sais pas moi, les Levante, machin et tout ça là, tout le monde est là. Donc c'est un Real qui, globalement parlant, avec Xabi Alonso, est en train de faire son chemin en championnat. Ils ont gagné le match le plus dur avec leur adversaire direct, qui est le Barça, qui tenait le rythme parce que l'Atlético derrière, si l'Atlético bat le Real et que derrière il se gère dans les autres matchs, l'Atlético n'est pas là, ils sont un peu plus haut en classement. Donc ça les arrange, le narratif va dans le sens de Xabi Alonso, mais jusqu'à présent, il a de sérieux problèmes avec cette équipe-là parce que le fait que tu sois le Real Madrid, que tu es sur le terrain, Vinicius, Mbappé, Bellingham, Arda Güler et que tu ne réussisses pas à te créer d'occasion, pour moi, c'est un échec total du match. En fait, je me demande, ça servait à quoi? Fait jouer Gonzalo Garcia, tant qu'à y être, fait jouer je ne sais pas quoi, fait jouer Hendrick ou fait jouer... En fait, ils n'ont pas réussi à être dangereux, ne serait-ce qu'une fois. Il a fallu que Bellingham rentre dans la surface de réparation pour surprendre un peu pour surprendre Konaté et buter sur Mamardashvili. Mais sinon... décevant cette équipe du Real Madrid là et j'ai hâte de voir quand est-ce que ça va changer parce que il va falloir qu'ils step up. C'est quand leur prochain gros match en Ligue des Champions d'ailleurs? J'ai hâte de voir là. C'est quand ils ont pas un gros match là qui s'en vient? Alors le Real en Champions League, ils ont l'Olympiakos, ils ont City le 10 décembre. Oui, c'est ça, voilà. bien sûr. On attend le 10 décembre. Vous avez un mois là. Vous avez un mois pour vous gérer. Moi, je sais parce que... C'est dommage parce que franchement, contre le Barça, ils avaient fait un pas en avant, je trouve. Il y avait sur quasiment toutes les données structurelles, plus d'activité à la pression, plus de qualité à la sortie. Ok, c'était un Barça diminué, mais quand même, ce qu'ils avaient fait, c'était intéressant. Je voyais une progression. Et là, contre Liverpool, pour moi, ils font 2 pas en retrait. Parce que honnêtement, je pense, parfois, on sous-estime aussi, on voit ces équipes dans leurs championnats respectifs, etc. On voit Liverpool qui perd 4 fois d'affilée en Première Ligue, auquel Liverpool est en crise. Et ils étaient en crise, ils avaient de vrais problèmes, hein, c'est pas pour dire qu'ils en avaient pas. Mais après, tu vois une équipe Première Ligue et tu vois une équipe Liga, et la différencière, honnêtement, juste sur les coups de pied arrêtés,
Si tu joues en première ligue depuis 3 saisons, tu sais que les coups de pied arrêtés, il faut que tu les travailles comme un fou furieux. Ça doit être à chaque entraînement une partie de la préparation. Tu dois avoir des systèmes. Tu dois avoir un cahier comme au football américain avec genre 20 approches pour le coup de pied arrêté, que ce soit offensif et défensif. C'est une donnée absolument fondamentale des matchs aujourd'hui. Je vois l'approche de Liverpool hier et l'approche du Real sur coup de pied arrêté, et on dirait que c'est deux équipes qui jouent un sport différent depuis 3 ans, qui ont totalement pas la même vision. Liverpool, chaque coup de pied arrêté, il y a des idées, il y a des écrans, et ça c'est les coups de pied arrêtés offensifs. Les coups de pied arrêtés défensifs, pareil, il y a de la protection, on fait des choses. Le Real, les coups de pied arrêtés, ceux qu'ils ont eus, mais ils les ont tous donnés. Ils considèrent à peine ça comme quelque chose d'important de leur jeu. Ça les tape vite fait. J'ai vu un coup de pied arrêté de Gouler, par exemple, quasiment dans la même zone que celui que Szoboszlai met pour McAllister pour le 1-0, le but qui décide le match. Gouler, il le tape, second poteau pour Huysen, vite fait. Tout le monde est statique autour, même si Huysen, il réussit, et c'est pas le meilleur joueur de tête malgré sa taille en plus, mais même s'il réussit sa remise de la tête second poteau, Militao, Vinicius, Tchouaméni, tout le monde est à l'arrêt, personne n'en aurait profité, tout le monde est statique. Mbappé, il est dans un coin, littéralement, il est dans le corner, il est genre tout au coin de la surface de réparation, il participe pas du tout à ce coup de pied arrêté parce qu'il est premier centile en Europe pour les offensifs en nombre de duels aériens remportés par match, il en gagne un tous les 5 matchs, c'est pas du tout un joueur de tête. D'ailleurs ça c'est un truc un peu où j'en veux à Mbappé, c'est quand je vois par exemple Wemby qui arrive cette saison et qui est en mode ok, j'ai des lacunes, je vais travailler dessus. Chaque saison, je veux progresser sur un point de mon jeu et devenir meilleur dans tout, être le joueur ultime. Mbappé, il avait tellement d'avance sur la concurrence. Je regrette qu'il n'ait pas travaillé sur les points faibles de son jeu et qu'il se soit pas dit « je vais être un 9 sans défaut ». Pourquoi est-ce que Mbappé, qui avait autant d'avance, il n'aurait pas pu travailler un peu plus sur son jeu aérien et être une menace dans les airs? Il fait pas 1m60, il n'est pas athlétiquement faible, il peut sauter. Donc c'est dommage qu'il n'ait pas progressé là-dessus, et c'est visible sur les coups de pied arrêtés, mais c'est pas le seul, c'est pas que une question de Mbappé, c'est une question de comment est-ce que tu prépares ces coups de pied arrêtés, et défensivement aussi sur tous les coups de pied arrêtés, quasi, le Real a été vulnérable. Courtois, il a dû faire combien d'arrêts sur les corners, sur les coups francs excentrés, le but vient de là. Donc je regrette que cette partie du match, cette partie du jeu, en 2025, le Real Madrid la considère comme dispensable, alors que c'est pas du tout le cas, et on l'a vu dans cette rencontre. Et enfin, si je veux... Ouais, vas-y. Non, j'allais juste dire que ça te permet en plus de grappiller beaucoup de points. Tu vois, aujourd'hui, on est en train de parler, tu vois, c'est ça qui fait la force d'une équipe comme Arsenal aujourd'hui, franchement, en Première Ligue, c'est que il y a des matchs où, sincèrement, tu peux jouer 90 minutes contre les boys là, tu vas pas claquer un but, hein, mais peut-être que sur le corner, tu vas réussir à les tromper, ou sur le coup franc, bien travaillé. Et hier, franchement, moi, j'ai vu une équipe du Real qui déjà défend en zone sur tous ses coups de pied arrêtés. Ils défendent en zone et ils sont mal positionnés et ils n'ont pas le premier ballon. Il n'y a presque aucun coup de pied arrêté que Liverpool, les corners, les machins là, il y en a rares sont ceux où les Madrilènes ont été les premiers à prendre le ballon. C'est pas normal en fait. Tu peux pas être, si tu es en zone, ton but c'est que quand le ballon vienne, tu puisses quadriller les endroits dangereux et que vous soyez les premiers à le sortir. Sinon, mettez-vous en hybride, en zone, et en marquage, ou sinon vous mettez en marquage individuel. Vous vous gérez. Moi, la défense en zone, sur les coups de pied arrêtés, franchement, depuis que moi, en tout cas, je suis né, je suis sur Terre, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Je déteste cela, en fait. Parce qu'il n'y a rien de plus... Genre, t'es comme un sitting duck. En fait, tu es là, tu es statique, tu es comme un plot, et puis tu as un mec de 1,90, genre Van Dijk, Konaté, machin, qui lui débarque, mais dans la mouvance du ballon. Parce que toi, tu attends le ballon. Tu es comme ça, tu attends le ballon. L'autre, il a le temps en venant, d'évaluer la trajectoire du ballon et de se dire, ok, il va tomber là, il va tomber là, il va tomber là, je peux me mettre entre ces deux joueurs du Real là parce que lui il va sauter, il va le rater, lui il va truc. C'est pas sérieux franchement, genre je comprends pas comment. Et aujourd'hui c'est ça le problème aussi malheureusement. Je trouve qu'en Première Ligue, on a cette capacité là à pouvoir se réinventer énormément. Ce que dans les autres championnats, peut-être, ils ont plus de difficultés à faire et ils restent dans des styles qui sont un peu plus classiques. En Première Ligue cette saison par exemple, à la minute on nous a mis une touche, deux touches, trois touches, tout le monde a paniqué. On a compris que maintenant, sur les touches, c'est le bordel, en fait. Tout est possible. Donc, les gars, ils montent tous. C'est-à-dire que chaque saison, il y a un coach, soit qui vient de deuxième division, ou un Guardiola, ou un gars qui est là en train de se battre pour essayer de tenir au milieu du tableau. Il y a toujours quelqu'un qui ramène ce petit truc-là, qui change automatiquement la dynamique du championnat. Et tout le monde essaie de se caler là dessus. Et effectivement, ça a été un énorme point faible de la part du Real, parce que tu peux pas... L'action dont tu parles là, où Courtois fait l'arrêt sur Van Dijk,
c'est 3 corners d'affilée. Genre, Ouais. 3 corners d'affilée, c'est Liverpool qui prend le ballon, en fait, qui prend le ballon en premier. Ils te servent Ouais. à quoi, en fait? C'est des plots ou bien c'est des joueurs de football? Ah, je suis désolé. Même sur le but de McAllister, je pense que si McAllister, il la prend pas, je pense que peut-être Tchouaméni est battu et Ekitike met la tête. Pour dire à quel point, genre, comme ils étaient bien positionnés, en fait. Ils étaient juste. T'as McAllister et c'est pas pour rien qu'ils vont célébrer ensemble le poteau de corner. Hein. C'est parce qu'Ekitike est juste derrière. Lui, il attend juste. Il se dit que si elle passe, peut-être qu'elle est trop basse, peut-être qu'elle est truc. Je sais pas comment il allait se gérer, mais il y avait moyen qu'il soit derrière. Trop de joueurs de Liverpool à la retombée du ballon hier. Ils n'ont pas le droit, en fait. À ce niveau-là, t'as pas le droit de. Aujourd'hui, nous, on a un coach spécial juste pour ça, Nicolas Jauvert. Chaque match, tu le vois, même des fois, tu le vois plus que le coach adjoint, en fait. Tu le vois, il est tout le temps là. Chaque corner, chaque coup de pied arrêté, il est debout, il est là, il donne ta consigne là-bas. Gabriel fait ça, tac, tac et tout. Et on réussit quand même toujours à créer. La dernière fois, on gagne avec un but de Eze face à Crystal Palace, je pense. Coup de pied arrêté. En fait, le football, maintenant, c'est pour ça que j'ai dit que s'il y en a, ils sont là en train de dire, ouais, nous, on cherche le beau football, le machin, c'est votre problème. On est dans l'ère maintenant de la capitalisation footballistique. On est dans l'ère de marquer des buts. Quel que soit le moyen pour marquer des buts. Et Arsenal, on l'a bien compris. Et c'est dommage qu'au Real ne l'ait pas compris. Effectivement, Liverpool en a bien profité. Ouais, la dernière chose à dire sur le Real, après j'ai envie de parler un petit peu de Liverpool pour souligner aussi ce qui va mieux pour eux. Si certains pensent que on est trop dur avec par exemple Vinicius sur l'attitude sans ballon, etc., j'invite juste à regarder d'où vient le but. D'où vient le but de Liverpool, l'action qui amène le coup franc. Bah oui, j'en dis pas plus, regardez juste cette séquence. Voilà. Tout est dit là-dessus. Ça doit pas arriver à l'heure de jeu et vous aurez compris une bonne partie des problèmes du Bellingham, il a pas le choix. Ouais. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Pas le choix. Il n'a pas le choix. Il y a quelqu'un qui est dans cette zone qui doit faire un travail, il ne le fait pas. Jude vient faire. Oui. Non, c'est sérieux. Non, mais c'est-à-dire que des fois, c'est pour ça que j'ai dit que des fois, quand tu leur dis ça, ils vont se fâcher. Non, mais c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas. Mais Vini, il se fout de la gueule. Il y a juste à les regarder. Allez juste regarder l'action et dites-moi si quelqu'un. Voilà. Est-ce que ça, c'est possible dans le foot aujourd'hui? Est-ce que c'est possible à Anfield, à l'heure de jeu? Est-ce que ça, c'est possible pour aller gagner la Champions? Allez voir l'action. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est tout ce que j'aurais à dire. Je vais ajouter sur Liverpool pour parler un peu de nos amis les Reds. Plus encourageant, je pense qu'avec Robertson et Connor Bradley, ils ont trouvé une partie de leur solution pour être plus équilibré, plus robuste. Je pense que Mo Salah va un peu mieux. Ça m'a rassuré de le voir passer 5 dribbles encore. Deuxième match d'affilée avec 5 dribbles. C'était le cas contre Villa, c'est le cas contre le Real. 10 dribbles tentés aussi dans ce match contre le Real. Donc il a cherché. Il s'est pas caché, il n'a pas été en retrait, il a cherché à percuter face à un Carreras qui en plus, honnêtement, dans le duel avait du répondant. Il y a pas mal de duels que Carreras a remporté et où c'était assez costaud entre les deux. Donc j'ai bien aimé cette attitude de Mo Salah, beaucoup plus entreprenant. S'il a les jambes comme ça pendant... je pense manager le temps de jeu de Salah, ça va être absolument critique. Pour moi, c'est pas pour rien qu'il y a cette défaite contre Crystal Palace en Carabao Cup où Slot a fait reposer tout le monde. Et là, il vient d'enchaîner 2 bons matchs. Je pense qu'il avait vraiment besoin de souffler. Et littéralement, avant le match contre Villa, où il passe 5 dribbles, tous les autres matchs de Première Ligue cumulés, tous les autres, c'était 2 dribbles réussis au total pour Mo Salah, qui était devenu une non-entité avec ballon. Il cherchait absolument pas à progresser avec ballon, battre son vis-à-vis. Là, 5 plus 5, c'est pas tout le match de Salah, il y a eu d'autres choses moins réussies, etc. Mais c'est un bon signe. Pour moi, c'est un très bon signe. Et après, tu as parlé du milieu de terrain, on a parlé un petit peu des latéraux. Je trouvais que Konaté a été très bon aussi pour aider Bradley face à Vini. C'était toujours du 2 contre 1. Donc lui, il était top. Ekitike, c'était pas mal. Wirtz, c'était mieux aussi. Donc des motifs d'amélioration et d'espoir pour Liverpool. Ouais, non, franchement, et puis aussi un autre clean sheet défensif pour Liverpool, ça aussi, pour une équipe qui n'avait pas beaucoup de clean sheet ces derniers temps. Je pense que c'est back-to-back, hein. Ils viennent d'enchaîner Konaté et Van Dijk, là, viennent d'enchaîner 2 clean sheets back-to-back comme axe central. Il y avait quand même quelques questionnements sur les 2. Hier, le Real a été plutôt inoffensif, mais les gars ont été solides derrière. Franchement, je les ai trouvés intéressants. Un bon clean sheet aussi pour Mamardashvili, qui a la
lourde tâche de remplacer Alisson en ce moment. C'est pas la chose la plus simple, mais là, il avait des attaquants de Liga et ils l'ont pas trop testé. Donc, lui aussi, il a réussi à tirer son épingle du jeu. Et j'ai envie de saluer, moi, Robertson. Parce que Robertson, comme je l'appelle, moi, je l'appelle affectueusement, cher Robertson, ce Saoudien. Il devait déjà être saoudien, lui. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait ici. Robertson, c'est un saoudien, lui. Robertson, moi, depuis l'année passée, moi, je l'avais déjà envoyé à Al-Qassidia, hein. Je l'avais déjà envoyé à je sais pas où. Moi, je l'avais envoyé quelque part, lui, Robertson, ce bandit. Il est là, et du jour au lendemain, comme ça, il a recommencé à se gérer. Franchement, à se gérer. Et à très bien se gérer. La saison passée a été compliquée pour Andrew Robertson. Et là, cette année, c'est une très belle saison, en tout cas, pour le moment, de sa part. En tout cas, ses derniers matchs le montrent. Il y a peut-être pénalty de Robertson sur Arda Güler, je sais pas, mais ça n'aurait pas changé grand-chose dans tous les cas. Je sais pas si elle a touché le ballon ou pas, mais comme je le disais encore une fois, pour tous ceux qui se sont plaints de l'arbitrage hier, j'ai envie de dire que tu sais, des fois l'arbitrage c'est pas la chose la plus importante dans le match. Hein. À la fin de la journée, la main de Tchouaméni, pour moi l'arbitre il prend une très très bonne décision. Je suis d'accord avec lui. Le non penalty sur Vinicius avec Bradley. Et la main, là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Dans l'esprit du jeu, je sens en tout cas que c'est pas volontaire, qu'il n'y a pas tout ça. Donc, l'arbitrage n'était pas la chose la plus importante et ça n'aurait certainement pas changé grand-chose, sauf que ça aurait peut-être permis au Real de faire, comme ils ont l'habitude de faire, des hold-up. Tu vois, donc ne pas faire un super match. Et ça que je trouve dommage un peu, ça que je trouve pauvre. Et c'est là où moi j'ai aimé le jeu de Liverpool parce que Liverpool hier, ils m'ont montré qu'ils sont capables de sortir avec le ballon, de combiner, de jouer, d'essayer de chercher leurs ailiers, de trouver Ekitike, de vraiment d'utiliser la grande palette du football en fait, tu vois, au complet. Que des coups de pied arrêtés aux attaques placées, j'ai vu un Liverpool complet. Au Real, moi je voyais une équipe qui encore une fois, face à certains grands trucs, la plupart de leurs actions, c'est vraiment, ils sortent à 2 ou à 3 et ils veulent ramasser tout le monde. C'est possible, ils peuvent te surprendre parce qu'ils vont très vite. Donc, je dis, Mbappé, il sort, tu en as Vini fait le passement de jambe, tac, il est passé, passe en retrait. Si Mbappé, il l'a raté, Bellingham vient, frappe, but, et puis c'est fini, tu vois, hop, célébration de bandit, c'est terminé, on a un truc. Des fois, c'est pas suffisant. Des fois, il manque quelque chose. Et là où Liverpool avait de l'imagination au milieu de terrain, de la créativité à travers McAllister et à travers Szoboszlai, le Real n'en avait absolument pas. C'était vraiment difficile. Donc, franchement, ils sont à saluer Liverpool. Hier, ils ont montré en tout cas de très très belles choses. Et à 4 jours de Liverpool City, pour moi, oui, c'est ce que j'allais dire, mec. Ça va être énorme. Ça fait du bien. Franchement, je pense qu'on aura un top match ce dimanche. Je pense que franchement, ce dimanche, on aura un top match de football. Ça va être le bordel. Et je pense que je mets encore City au-dessus. Je trouve que le milieu de... C'est un jeu au milieu de terrain. Parce que la dernière fois, Pep, il vient avec Nico, Foden et Bernardo. Ça peut marcher. Et Cherki et Doku à l'intérieur. J'ai vu. J'ai dit, pour ça, j'ai dit, ça va se jouer là-bas. Là. Pour moi, ça va se jouer vraiment... 4-1, très axial. Là, c'était pas mal. Hein. Franchement, ça va prendre un gros match de Foden et de Bernardo Silva, je pense. Parce que Cherki, Doku, tu vois, ils vont toucher des ballons dans le dernier tiers, ils vont donner à Haaland, ils vont se débrouiller. Bon, Doku, j'ai confiance en lui en termes de dribble. Cherki, ça va dépendre comment il va se réveiller le matin, parce que le boy, des fois, il est très aléatoire. Il peut se réveiller de top humeur et puis nous faire une top performance, comme nous faire un match de tocard. Mais derrière, Foden et puis Bernardo, non, les deux là, même Bernardo, la dernière fois, j'ai aimé son match. J'ai dit, tu vois, Oui. Il y a quelque chose. Je pense qu'au milieu de terrain, ça va être assez intense. Ça va être assez intense ce week-end pour ce Liverpool. Avec le Real, ils m'énervent. Ils rendent toute analyse beaucoup trop difficile. Genre là, Liverpool, ils ont été incroyables à la pression. Ils les ont dominés. Prestation autoritaire, 2.5 XG à 0.5. Le match qu'ils jouent dans toute une moitié de terrain. Est-ce que leur pression, malgré tout, est suffisamment bonne pour résister aux sorties de City avec Nico Gonzalez, avec du jeu interligne de Foden et avec Haaland que t'envoies dans le dos de Konaté et Van Dijk. En vrai, là, ils viennent de sortir une masterclass de pression à Anfield.
Je dis pas, ça va être un gros match, ça va être sans doute équilibré, mais est-ce qu'on est surpris si City leur met 3-1 avec trois ballons pour Haaland dans la profondeur et qu'en fait leur pression, elle marchait bien contre le Real, mais pas encore assez contre une équipe qui vraiment a de la qualité de sortie. Je sais pas, c'est ça qui rend les matchs difficiles à prédire. Pour l'instant, je pense que je mets City encore au-dessus de Liverpool, mais pour l'instant, dans mes feelings, par exemple entre Paris et Bayern et même entre Real et Liverpool, quand on a fait notre power ranking, on mettait Real au-dessus de Liverpool. Et moi aussi, pour l'instant, j'ai pas été très bon dans mes feelings, donc peut-être que City, je les vois un petit peu trop haut. Hein. Ça va être passionnant, mec. J'ai trop hâte. Et c'est un enchaînement avec OL PSG aussi. Lyon-Paris le dimanche soir, ce week-end, donc que je vais peut-être débriefer aussi. On a peut-être notre chance. Je vais sûrement le débriefer. Je pense que ça va faire partie. Je pense que j'ai un dimanche à 4 débriefs, il me semble. J'ai un méga dimanche. Je pense que j'ai le Barça. Qu'est-ce que tu as avant City Liverpool Liverpool dans la même journée, il me semble. Ah bah forcément, vu que ça joue la Champions, j'imagine que ça joue beaucoup le dimanche ensuite. C'est le Barça et le Real le dimanche, il me semble. J'ai Lyon-Paris et j'ai Liverpool-City. Je pense que c'est ça mon calendrier de ce dimanche. J'ai un samedi, je pense, un peu plus tranquille, il me semble, mais j'ai un dimanche. Samedi, bah ouais, avec la Ligue des Champions, du coup, ça joue un peu moins. T'as Arsenal qui se déplace à Sunderland. Attention à Wilson Isidore et à Noah Sadiki. Et il y a Tottenham United, remake de la finale d'Europa League, samedi 13h30 aussi. En vrai, United, c'est une des équipes que je préfère regarder en ce moment. C'est toujours fun, ils jouent mieux, et s'ils perdent, c'est drôle aussi. Donc on se régale devant United. Vraiment, c'est kiffant. Ils ont fait 3 grosses recrues offensives et tout. J'adore United, c'est mon équipe. Et puis en plus de ça, du jour au lendemain, la dernière fois, quand ils menaient au score, là, avant de faire les tocards, là, ils étaient deuxième là, ou je sais pas troisième. J'étais comme ouais, c'est quoi ce délire? J'ai dit, on est où genre? Ouais. Et puis il y a bien sûr la storyline du mec qui doit se couper les cheveux aussi. Frérot. Donc là, ils peuvent enchaîner la 4e victoire d'affilée. Et... Ouais, il va finir comme Fellaini lui, rester avec des cheveux pendant toute sa vie. Mais il s'approche de pouvoir sortir la tondeuse. Hein. Il y a plus que 2 matchs à gagner. Mais il avait pas dit d'affilée? Ça va être pas mal samedi. Je pensais qu'il recommençait. Ouais, il a dit d'affilée, mais United est sur 3 victoires d'affilée. Ils ont pas fait... Ah ben oui, c'est vrai, ils sont... Non. United a battu Liverpool à Anfield, Brighton... Non, ils ont fait le week-end. Forest. C'est ça qu'il a tué. Ils avaient match le jeudi, ils ont fait... C'est ton car là, il menait... Ce week-end, j'en ai parlé dans mon truc. J'ai dit, j'ai débriefé le match. Je suis beaucoup trop investi dans cette histoire. Mais oui, c'est vrai, ils avaient battu Sunderland, Liverpool, Brighton... Et non, contre Forest, j'ai même pas vu les images. Ils ont déconné Manchester United ce week-end là. Ils avaient un match contre qui ils ont joué encore là. Mené 1-0. Voilà, c'est le match contre Heureusement qu'il y a Ahmad qui vient claquer ce but à d'égalisation. Un très beau but d'ailleurs. Belle reprise de volée de Ahmad là à l'extérieur de la surface. Sinon ils allaient. C'est pour ça que j'ai dit tu as raison, c'est entertaining. Ils sont aléatoires aussi, tu sais pas. Des fois, tu sais pas ce qui peut se passer. En plus, on les voit un peu moins. Ils jouent que la première ligue, donc c'est vraiment chaque week-end, il faut y être. Là, leurs 5 prochains matchs pour notre ami, c'est Tottenham, Everton, Palace, West Ham, les Wolves. C'est possible. Attention à Everton, Palace en déplacement, c'est pas facile non plus. Mais West Ham et les Wolves, tu peux finir fort. Ils sont en bas de classement. Ça, c'est plus que faisable. Surtout Wolverhampton. Wolverhampton qui a gagné aucun match jusqu'à présent là. Je pense que jamais. Ils changent de coach. C'est quand même grave. Wolverhampton, 0-0-8, 0-2-8. Ils ont 2 points. Putain. Ils ont 2 points sur 30 possibles. C'est vraiment le dernier de la classe. En tout cas, bon, la famille. Qui est leur nouveau coach? Ils ont annoncé ou pas? Je sais pas. Leur nouveau coach? Attends, je clique sur Wolves, je vois Eric Ten Hag là, son visage. Non, c'est pas possible. Bah, ils ont viré Victor Pereira. Apparemment, ils ont rencontré Ten Hag. Ouais, je sais qu'ils ont viré Pereira et du coup, je me demande. Ils ont essayé de ramener le gars qui était là la saison passée, celui qui a fini la saison. Ils ont essayé de le ramener là. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Celui qui était là last season. Let me check. Je vais te le retrouver. Comment il s'appelait encore le frérot? Ils ont essayé de ramener Gary O'Neill. Ils voulaient ramener Gary O'Neill. Ah oui. Ils voulaient ramener Gary O'Neill et Gary O'Neill, je pense qu'il was like non. Déjà lui, il s'est fait virer parce que les résultats n'étaient pas top. Mais il s'était maintenu, je pense. Non, c'était viré. Après, c'est Pereira qui a réussi à se maintenir. C'est Pereira qui a réussi à se maintenir la saison passée. O'Neill a dit lui, il revient. Ouais. On a déjà parlé trop longtemps des Wolves là. Il n'a pas tort et tout. Donc
Voilà, l'équipe de Nuno Espirito Santo. Bon, la famille, on se capte dès la semaine prochaine, je l'espère, avec du nouveau contenu. N'oubliez pas, la draft Première Ligue est déjà en ligne sur la chaîne de Willou. Gérez-vous, méga draft, 1,5 milliard de bénéfices. C'est nous les Saoudiens, c'est nous les Malaisiens, c'est nous Elle sera en ligne vendredi midi. Je sais pas Elle si. sera en ligne ce vendredi à midi. Franchement, t'as vu, Bon, même voilà. l'heure qui a été choisie, c'est une heure de riche, tu vois. C'est pas pour rigoler. C'est vendredi à midi. C'est pas pour les crevards. Donc franchement, À regarder au club, au clubhouse, entre deux c'est ça, rounds de entre deux golf. rounds de golf tranquille, tu vois. Petit repas, tout ça. Petite méga Tout draft ça, Première petite Ligue. draft Première Ligue, sincèrement, un peu de caviar, de saumon fumé, des petits blinis. Oh, la belle vie. Vraiment. La vie qu'on mérite. Franchement, c'est la vie qu'on mérite. Aller jouer au golf avec Stephen Curry. Non, franchement, c'est pas possible. En tout cas, donc voilà. Donc sur ces paroles impertinentes, la famille, on se capte dès la semaine prochaine, on l'espère. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders. Bisous.